Extraire, produire, consommer, puis jeter, c'est notre quotidien. Mais imaginez que ce qu'on produise puisse être réutilisé de nouveau, tout en limitant le gaspillage et l'impact environnemental. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est bien réel et ça s'appelle l'économie circulaire, en opposition à l'économie linéaire que nous connaissons. Dans cette émission consacrée à l'Afrique, je vous propose de nous interroger sur la place de l'économie circulaire sur le continent africain, un continent où les défis économiques et environnementaux sont nombreux. Pour ça, nous allons partir en reportage en Namibie et en Afrique du Sud, découvrir des exemples concrets d'économie circulaire. Nous écouterons aussi des témoignages d'entrepreneurs séduits par le concept. Et avec nous en plateau, 2 spécialistes pour analyser les enjeux de l'économie circulaire. Vaste programme, c'est parti. Jocelyne Landry-Tsonang, bonjour et bienvenue au Monde. Bonjour Josépha. Vous êtes membre de l'exécutif du réseau africain d'économie circulaire, l'ACEN, pour le Cameroun. Merci d'être avec nous. Merci. Édouard Yao, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes opposé, mais vous êtes quand même dans le même collectif, avec une même ambition, prôner l'économie circulaire, puisque vous aussi vous êtes représentant pays de l'ACEN, de ce même réseau, mais pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Alors ensemble, nous allons parler de cette nouvelle économie, l'économie circulaire. Ma première question est peut-être un peu naïve. Elle s'adresse à vous, Jocelyne. Pourquoi l'économie circulaire que vous défendez vous semble si importante pour le continent africain ? Aujourd'hui, l'économie circulaire est très importante pour le continent africain. D'abord parce que c'est un continent qui est encore en train de se construire par opposition peut-être aux continents qui sont beaucoup plus développés. Ça veut dire qu'on gagnerait d'intégrer l'économie circulaire à la base pour, n'est-ce pas, construire les infrastructures, les équipements et tous les systèmes à mettre sur pied pour le moment. Ce qui nous vaudrait un développement beaucoup plus durable par opposés aux pays qui sont déjà développés. C'est-à-dire partir de bases complètement nouvelles et ne pas, comme on l'a souvent entendu, effectivement, les pays, des fois où tout est déjà installé, c'est compliqué de changer. Pour vous, voilà, ce n'est pas le cas. C'est compliqué de changer. C'est plus facile de l'intégrer dès la conception, peut-être des villes, des infrastructures, des équipements, des systèmes agricoles, des grandes exploitations agricoles ou bien de tout ce qui rentre dans l'économie de manière générale. C'est plus facile de l'intégrer dès la conception et au lieu de venir l'intégrer peut-être après que tout soit déjà fait, de déconstruire avant de reconstruire, voilà. Édouard Yao, l'Afrique n'était-elle pas hier déjà circulaire, il y a 2-3 générations en Afrique? Les gens étaient habitués à réparer, et pas que en Afrique d'ailleurs. Comment faire revivre ces habitudes tout en s'adaptant finalement aux réalités actuelles? Merci beaucoup. Évidemment, l'économie circulaire pour l'Afrique n'est pas du tout nouvelle. D'ailleurs, aucun peuple n'ignore totalement l'ensemble des piliers de l'économie circulaire. Mais beaucoup plus en Afrique, il y a beaucoup de comportements circulaires. On partage ce qu'on a. Comme on le dit chez nous, en Afrique, là où il y a à manger pour une personne, il y en a pour tout le monde. Alors, tous ces proverbes traduisent un comportement très circulaire. La réparation, c'est très connu chez nous, même jusqu'aujourd'hui, les gens continuent. Et le souci aujourd'hui, c'est que ces comportements ont été taxés de pauvres. C'est-à-dire, je repars parce que je n'ai pas les moyens d'acquérir un autre bien. Alors, comment anoblir, entre griffes, ces comportements qui aujourd'hui s'avèrent importants et indispensables par rapport aux enjeux environnementaux auxquels nous sommes exposés aujourd'hui. Et peut-être aussi l'imaginer depuis le début, c'est-à-dire quand on produit, on se dit comment je vais pouvoir réutiliser ce produit plutôt que potentiellement le jeter. Il n'y a pas juste le réparer, il y a même le réutiliser. Oui, la réutilisation et aussi l'allongement de la vie de ce dont on dispose et le partage. On a l'habitude même... c'est vrai que ce n'est pas un bel exemple, mais les gens vont jusqu'à partager les médicaments. Lorsqu'ils consomment, ils gardent une partie quand ils n'ont pas terminé. Et lorsqu'ils découvrent quelqu'un qui souffre, ils lui partagent. Même si cela n'est pas conseillé parce que c'est un domaine différent, mais ce partage de ce dont on dispose est un concept vécu en Afrique. Donc ça fait partie de l'économie circulaire aussi, selon vous, cette notion de absolument, partage. Le don de ce dont on n'a plus besoin, qu'il faut pouvoir céder à une autre personne qui peut en utiliser utilement. Oui.
Jocelyne Andritz-Sonang, la gestion sobre et efficace des ressources donc, fait partie de l'économie circulaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'un déchet, par exemple, ça doit avoir une valeur à la fin? Oui, l'idéal serait déjà de ne pas en produire. Parce que tout va de là. Le premier principe de l'économie circulaire, c'est Design out waste and pollution. Ça veut dire qu'il faut éviter déjà de produire le déchet et la pollution dès la conception des différents produits, des différents systèmes. Et après cela, il faut pouvoir maintenir le produit ou bien la ressource en circulation le plus longtemps possible, tout en maintenant sa valeur optimale. Et le troisième pilier, il faut pouvoir régénérer les systèmes naturels. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, on doit imiter la nature aussi, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les nature-based solutions. Et dans la nature, il n'y a pas de déchets. Les déchets ne sont pas produits dans la nature. La production, le déchet est carrément un concept humain que la nature ne connaît pas. Donc, il faut autant que faire possible éviter déjà de produire le déchet. Et quand bien même il est produit, voir comment lui donner une autre valeur. Donc finalement, limiter aussi cet impact environnemental qu'on va pouvoir avoir. Dès qu'on imagine un produit, on se demande quelle vie il va pouvoir avoir et quelle après-vie. Exactement, voilà. Donc, dès la conception, penser au cycle de vie, la chaîne de valeur, ce qui est très important. Alors avant de continuer nos échanges, je vous propose de partir en reportage et notamment en Namibie, où l'eau usée finit dans nos robinets, dans les robinets des Namibiens. C'est un reportage de la journaliste du Monde Afrique, Laureline Savoie. Come, follow me, I'll show you your room. You can see there's a bucket in your shower. It's actually the bucket so that you can catch the first cold water when you want to shower hot. We reuse that water then to water our plants or use it for cleaning again. Dans certains pays, l'eau est devenue tellement rare qu'il est indispensable de la recycler. C'est le cas à Windhoek, la capitale de la Namibie, où je vous emmène. Coincée entre deux déserts, la Namibie est l'un des pays les plus arides d'Afrique. Il y fait tellement chaud que plus de 80% de la rare pluie qui tombe s'évapore. Aux alentours de la ville, aucune rivière en eau en ce moment. Et pour trouver l'océan, il faut aller à 250 km à l'ouest. Face à l'explosion de la population depuis l'après-guerre, l'eau est devenue un bien précieux et un enjeu majeur pour le pays. Bref, il a fallu très vite trouver une solution pour offrir de l'eau potable à tous. Et c'est comme ça qu'en 1968, cette usine juste derrière moi a vu le jour. Son rôle, redonner une seconde vie à l'eau usée, celle qui vient des toilettes ou des douches des habitants par exemple. À la fin des années 90, elle est jugée trop petite pour les besoins en eau potable de Windhoek. En 2002, une nouvelle station plus grande ouvre donc sur le site juste à côté. Elle est financée par le français Veolia, l'australo-indien Wabag et la ville de Berlin. Aujourd'hui, elle fournit environ 25% des besoins en eau potable de la ville. Ce système de recyclage des eaux domestiques, c'est le DPR, pour Direct Potable Reuse. Il n'existe que 3 stations comme celle-là dans le monde. Alors pour comprendre ce qui se passe spécifiquement dans cette station de traitement, je vous propose qu'on retrouve son directeur. Ici, l'eau a une drôle de couleur, mais Thomas Sonner nous rassure. That color actually originates from the ferric chloride to remove more out of the water. It's not that we have black water, it's not raw sewer. It is already treated water from the sewage plant. L'eau va ensuite parcourir une enfilade de salles, subir 10 procédés, 5 produits chimiques, autant de barrières pour enlever toutes les bactéries, virus et parasites. Une des étapes clés du processus, c'est l'ozonation. If we look in here, we see smaller tubes and a little bit of bluish light we create to actually transfer the O2, the oxygen, to the O3, the ozone. And we use it as a disinfectant and also to destroy and oxidize dissolved organic matter in the water. That would be pharmaceuticals, that would be preservatives, that would be a lot of things which are not biodegradable. Une fois oxydés, les composés organiques vont être éliminés grâce à un filtre biologique au charbon actif.
Sa propriété, absorber les derniers micro-organismes dissous. Puis on arrive à l'étape ultime, l'ultrafiltration. The water is pumped inside those tubes, so it flows inside the tube, and the filtration process is happening through the wall of the tube. So the clean water, or the filtered water, will be collected here, outside of the tubes, and then goes into the center pipe. 14 heures environ se sont écoulées depuis que l'eau sale est arrivée de la station d'épuration. Et la voilà prête à être bue, après avoir été scrutée maintes fois dans ce laboratoire. I have trust in what we're doing, so santé. L'eau est ensuite envoyée dans le réseau de distribution. Une partie de l'eau utilisée lundi sert donc à votre douche du jeudi. Avec le DPR, l'eau traitée est directement remise dans le circuit sans passer par le milieu naturel, un fleuve ou une mer, ce qui est généralement pratiqué partout dans le monde. Cette méthode de recyclage direct des eaux usées n'est donc pas difficile techniquement. Le plus compliqué, c'est de convaincre la population qui peut avoir l'impression de boire l'eau de ses toilettes. Mais alors comment les Namibiens ont-ils fini par le faire ? Pierre Van Rensburg, expert au sein d'un comité chargé de la stratégie de l'eau pour la Namibie, s'est plongé dans les archives de l'époque. The mayor at the time who was supposed to introduce this concept to the public only went live with it probably a month after they really started already putting the water into the system. Ne dévoiler la provenance de l'eau qu'après que les habitants la testent, une méthode un peu douteuse, mais qui a fonctionné. I think afterwards the public definitely supported it, because if you move on 1982-83, there was a major drought, and at that time the public actually wrote to the town council and said, you know, we've noticed that downstream of the water treatment plant there's water running back into the river. Why don't you reclaim that water instead of trying to curb our consumption? Windhoek recycle donc ses eaux usées depuis plus de 50 ans. Pourtant, en 2011, un sondage montrait que moins de la moitié de la population était au courant. Et principalement parmi les nouveaux habitants des townships, arrivés nombreux ces dernières années. No, I don't know. If it's already used, then it's a problem to us. That's why most people, they go fetch water from the shops. Continuer à sensibiliser. La station de traitement le fait d'ailleurs régulièrement, car faire accepter son modèle est primordial. Un modèle qui pourrait faire des petits sur le continent, et il y a urgence. D'ici 2030, 70 à 250 millions d'Africains vivront dans des zones où le stress hydrique sera une menace. Retour en plateau après ce reportage en Namibie sur le recyclage de l'eau. Alors on le voit, au-delà des projets, il faut aussi convaincre les populations d'adhérer à cette économie circulaire. Edouard Yao, comment on fait pour convaincre les populations? Pour vous, ça commence dès l'école, même dès la famille. Absolument. Ce que nous venons de voir n'est pas nouveau. En Côte d'Ivoire, on a le cas de personnes qui ne sont pas à l'aise de consommer des aliments préparés à partir de gaz butane qui est fabriqué à partir des déchets fécaux. Donc, cette réaction est assez épidermique et bien connue. Il faut donc parler éducation. Et l'éducation n'est pas que dans le système éducatif. L'éducation commence d'abord à la maison. Et j'ai coutume de dire qu'il faut 2 générations pour aboutir à l'économie circulaire. Une génération de mères qui éduquent, d'abord qui sont éduquées et qui acceptent les principes et tout ce dont elles bénéficient au moyen de la mise en œuvre des piliers de l'économie circulaire et qui éduquent une nouvelle génération dans l'acceptation des résultats de la mise en œuvre de ces piliers. Je crois qu'il faut commencer par là. Parce que finalement, on est trop imprégné de cette économie linéaire, comme on l'appelle, où on consomme, on produit, on consomme, on jette. Ça, c'est trop dans les mentalités. Il faut réussir à aller au-delà. Oui, c'est vraiment dans les mentalités, mais cela est dû au fait que cette économie recherche la rapidité. Vous savez, quand on est circulaire, il faut aller au rythme de la nature. Or, la nature ne se recycle pas aussi rapidement que nous pensons en ce qui concerne nos besoins.
Et donc, pour qu'on puisse développer cette circularité, il va falloir savoir limiter nos besoins, aller à l'essentiel, savoir que certains besoins sont en fait pas des besoins, mais des désirs, et que l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour vivre, ce n'est pas aussi volumineux qu'on le croit. Et l'enfant éduqué à l'essentiel apprend à apprécier ce dont il dispose. Il apprend à comprendre que j'ai besoin de prévoir ce que je vais consommer demain et que je peux me satisfaire aujourd'hui, ben je sais réserver ce qui est essentiel pour demain. C'est la question du développement durable. Comment utiliser nos ressources de façon à pouvoir en conserver, à pouvoir renouveler et aller au rythme de ces ressources de façon à ce qu'on soit capable de céder un monde qui soit viable pour tout le monde. Alors, s'il y a des mamans là qui nous regardent, quels conseils on leur donne? Concrètement, on est face à son enfant, comment on l'éduque à l'économie circulaire? Qu'est-ce qu'on lui dit? Déjà, c'est important parce que c'est pas seulement le rôle de la maman, c'est le rôle de la société. Parce et que, du papa aussi. Voilà. C'est le rôle de la société de manière générale parce que on dit chez nous que l'enfant n'est pas seulement l'enfant de la famille, mais l'enfant de la société. Ça veut dire que nous pouvons aussi éduquer par nos comportements parce que c'est plus facile d'apprendre quand on voit que d'apprendre juste quand on entend. Ça veut dire que tout le monde dans la société a cette responsabilité-là d'avoir, comment est-ce que je vais dire, ce comportement circulaire pour pouvoir, n'est-ce pas, le passer à d'autres générations. Donc, c'est important aussi de l'intégrer dans les enseignements déjà dès la base parce que c'est important, comme je le disais, de former les consommateurs et les producteurs parce que ces enfants aussi sont les producteurs de demain. Ils ne sont pas seulement des consommateurs, ils sont aussi des producteurs. Donc déjà, il faut qu'ils intègrent la circularité dans leur pratique de tous les jours pour que ça devienne comme des réflexes, voilà, des réflexes pour toutes les prises de décisions, les décisions liées à la consommation, les décisions liées à leurs projets personnels, que ce soit des projets professionnels ou bien, voilà. Donc, et puis c'est ça aussi très important, ce que nous avons vu en Namibie. Parce que ce problème-là n'est pas seulement un problème isolé en Namibie, mais il y a beaucoup de communautés également en Afrique, d'autres parties de l'Afrique qui souffrent de ce stress hydrique-là et ce serait très, très important, non seulement d'avoir ce genre d'initiative de traitement des eaux usées, mais déjà de voir comment est-ce qu'on peut intégrer les paiements des services environnementaux, déjà pour protéger les sources d'eau. Donc, ça veut dire que ce sera une initiative communautaire parce qu'il va falloir travailler avec ces populations-là qui vivent dans les alentours de ces sources d'eau pour que, par leur pratique agricole, leur pratique de gestion des déchets et de manière consensuelle, qu'on puisse ensemble protéger les sources d'eau qui sont vulnérables et cela permettra déjà de réduire les coûts de stations de traitement parce que la majorité de ces produits qui sont utilisés dans ces stations de traitement, par exemple, sont importés, ce qui fait aussi que ça augmente l'empreinte carbone de ces stations de traitement. Donc, il faut déjà avoir des procédés innovants qui réduisent la quantité de produits chimiques aussi qui sont utilisés dans les stations de traitement. C'est très important. Privilégier, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les nature-based solutions, donc les procédés naturels qui utilisent moins de produits chimiques. C'est pas juste essayer d'économiser l'eau, c'est aussi imaginer tout un système qui soit respectueux de l'environnement et qui prenne en compte aussi que l'eau est un bien fini. C'est ça. Exactement. Et justement, j'ajouterais que l'éducation ne se limite pas qu'aux individus. Il faut aussi éduquer les législateurs. Vous voyez, dans les piliers de l'économie circulaire, il y a beaucoup d'aspects d'ordre réglementaire, d'ordre législatif. Un industriel ne concevra pas éco-conception s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi qui l'y oblige. C'est la même chose que l'écologie industrielle et territoriale. Ce ne sont pas des décisions qui découlent des individus comme nous, mais c'est des décisions qui découlent du politique, du législateur,
qui doit pouvoir mettre en place le cadre légal et juridique qui permettrait l'application effective de ces piliers-là. Je donne une anecdote rapidement. Je connais un pays en Afrique où une personne a importé un véhicule électrique, mais qu'elle n'a pas pu dédouaner parce que le code douanier ne prévoit pas les possibilités de dédouanement de ce type de véhicule. Aujourd'hui, le monde évolue vers le ZEV, comme on le dit, Zero Emission Vehicles. Alors, s'il n'y a pas de dispositifs, de cadres, comment pourrait-on appliquer ces piliers? Autant l'éducation des mamans, des enfants, comme elle a dit, mais aussi du législateur, du décideur. La transmission et la loi. Alors, pour continuer et enrichir notre discussion, on peut voir que l'économie circulaire ne se limite pas au recyclage de l'eau, c'est aussi lié à la gestion des déchets, par exemple. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, un entrepreneur tâche de sensibiliser les populations et de les inclure dans cette démarche d'économie circulaire. Il s'appelle Salamé Naïef, il a fondé Recyplast. C'est un projet écologique de collecte et de valorisation des déchets recyclables. On l'écoute. Recyplast a développé depuis 2 ans maintenant un projet dénommé Plastoc. Il s'agit de positionner des kiosques, des box dans des quartiers pour inciter la population à ramener leurs déchets plastiques afin d'être récompensés, donc d'être rémunérés par cette action éco-citoyenne. Déjà, c'était pour changer radicalement le comportement, pour dire que ça vaut de l'argent. Donc, venez les vendre et éviter de polluer l'environnement. Donc, ce concept Plastoc, depuis 2 ans, a été déployé un peu sur le district d'Abidjan. Et c'est un kiosque, il y a un opérateur à l'intérieur qui est formé, qu'on a appelé l'éco-boxer, qui est formé au tri sélectif des plastiques. Donc, c'est ce personnage qui reçoit les déchets des ménages, qui les pèse et qui les récompense. Et il les sensibilise. Alors on le voit dans cette pastille, dans ce témoignage, moi je retiens une phrase, ça vaut de l'argent. Est-ce que c'est une façon aussi de motiver les populations, au-delà de la sensibilisation au départ, mais de leur montrer que ça peut rapporter, de développer l'économie circulaire, que ça peut permettre de changer aussi et d'améliorer son mode de vie. Donc la rémunération, c'est important? Absolument. Comme vous le savez, beaucoup de pays africains sont confrontés à la question de l'emploi, alors que le tri et d'autres activités associées à la gestion, la saine gestion des déchets créent des emplois. Et donc, il n'y a pas que la rémunération pécuniaire, mais il y a aussi la qualité de l'environnement dans lequel on vit. Tout cela contribue justement à susciter un engouement quand la population a bien compris. J'ajouterais que par rapport à cet exemple, que la question du décideur, je reviens encore là-dessus, est majeure parce que implanter des poubelles, c'est du ressort de la mairie. Et donc, si au niveau des décideurs, il n'y a pas d'action qui accompagne les initiatives personnelles et privées, ils ne sont pas soutenus en fait. Ils ne sont pas soutenus. C'est pas évident qu'on puisse arriver à l'application de certains des principes. Selon vous, quels peuvent être les déclics pour motiver les populations? On l'a vu, il y a l'éducation, donc l'argent, est-ce qu'il y a d'autres choses? Déjà, il faut que les populations soient motivées, mais il faut aussi des mesures incitatives. Ça veut dire que si l'État met sur pied une législation forte pour contraindre les populations à le faire, je pense que ce sera beaucoup plus mieux au lieu de laisser juste libre cours à la volonté, parce que quand bien même on va vous dire, bon, venez avec vos déchets plastiques, ce sera rémunéré, mais c'est rémunéré à hauteur de combien? Donc du coup, beaucoup de personnes voient que c'est pas intéressant, c'est une perte de temps, donc oublient vraiment l'importance fondamentale de le faire, qui va bien au-delà de cette rémunération-là. Donc ça veut dire qu'il faut déjà mettre sur pied des réglementations fortes pour contraindre les ménages à s'engager de manière communautaire au tri des déchets à la base. Parce que c'est très important pour
les personnes qui opèrent dans le recyclage. Dernièrement, nous avons eu à évaluer des entreprises qui opèrent beaucoup plus dans le traitement des déchets plastiques en Afrique. On avait peut-être 200 entreprises qui travaillaient dans ce sens. Mais quand vous leur posez la question fondamentale, quelle est la difficulté à laquelle vous faites face, ils vont dire on a des problèmes de tri de déchets parce que les déchets qui arrivent à notre niveau sont pollués, sont infestés, sont contaminés. Du coup, notre personnel est exposé, donc ça rend notre travail vraiment difficile. Si on pouvait avoir de la ségrégation ou bien la séparation des déchets à la base, cela vraiment rendra notre travail difficile. Et qui est mieux placé de le faire que les autorités gouvernementales, les villes, par exemple l'État central, tout le monde a son rôle à jouer pour que cela puisse devenir effectif. Moi, je dis toujours, si l'État le veut, ça se fera. Justement, on en parlera un tout petit peu après dans cette émission du rôle des gouvernements. Mais pour continuer sur le recyclage des déchets, je vous propose de voir un nouveau reportage de notre journaliste du Monde Afrique, Laureline Savoie. Elle est partie au Cap, en Afrique du Sud. Là-bas, les déchets sont transformés pour faire du compost, une façon de les recycler et de les réemployer dans d'autres domaines, et en l'occurrence dans le domaine de l'agriculture. On regarde. You'll see the earthworms. Their growth is exponential. One earthworm can produce 6 to 8 cocoons every month, and they have 4 babies in them. Yeah, 1 earthworm a day is being produced by an earthworm. Ces vers s'activent pour la bonne cause. Ils fabriquent un engrais biologique de haute qualité. Et s'ils y parviennent, c'est grâce à ces montagnes de détritus. Ici, au Cap, en Afrique du Sud, les déchets ménagers sont un véritable défi. En 2015, la province a généré 2,4 millions de tonnes de plastique, papier, métaux, bois, verre et matières organiques, soit 324 kilos par habitant et par an. Le problème au Cap, c'est que 75% de ces détritus sont mis en décharge, notamment car l'enfouissement coûte peu cher. Une solution loin d'être écologique, d'autant que si ça continue, il faudra ouvrir d'autres décharges, car beaucoup arrivent à saturation. Une solution aussi qui passe à côté d'opportunités économiques, car ces déchets pourraient servir aux populations. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et d'ailleurs, des initiatives existent, comme à Philippi, un quartier pauvre du Cap, où 50% de la population active est au chômage. Depuis environ 4 ans, les populations de l'Est du pays affluent au Cap pour trouver du travail. Résultat, ces baraques en tôle que vous voyez derrière moi ont poussé comme des champignons. Nous retrouvons Roger Jack, le responsable d'un programme lancé il y a 20 ans pour le développement économique de Philippi. Son nom, PEDI. Depuis 2020, de nouvelles activités génératrices de revenus sont proposées. La formation à l'agriculture bio sur cette zone, la vente de fruits et légumes ici, et la production de compost juste là. Et si Roger Jack est aux manettes, ce n'est pas par hasard. Il a été formé à l'horticulture biologique et souhaite convertir les agriculteurs de la zone au bio. Pour ça, il a choisi de leur fournir un bon engrais à un prix accessible, et cet engrais est produit grâce aux déchets collectés dans la ville. This is the waste receiving area. This is waste that's been brought in from restaurants. So this is chipped timber, and we also use chipped garden waste. Chaque jour, le site collecte puis traite 10 tonnes de déchets. Parmi les fournisseurs, 2 grosses compagnies de levée de détritus, mais aussi des petits collecteurs. This is the food waste that we have collected from the townships in Lotus Park. It's near Guguletu. We collect from house to house. Ensuite, c'est cette grande machine qui prend le relais. Elle reçoit absolument tous les déchets organiques, même la viande, la pâtisserie ou les produits laitiers habituellement difficilement compostables. This is a hot composting process. The temperature here goes to between 55 and 70 degrees. It not only speeds up the process, but it also kills the pathogens. So you can get disease-causing organisms like Salmonella or E. coli. We're blowing air through the bottom, and it's also mixing. And by doing that, we're able to do, in a matter of a week, what would take us almost 3 months to do on a composting slab. Ce tas, inodorant car passé par un biofiltre, va patienter 1 à 2 semaines avant d'être offert en repas à de précieux contributeurs, ces petits vers que vous avez entrevus tout à l'heure.
En fait, ici, l'essentiel du travail est fait par des vers qui sont dans des sortes de hamacs et qui vont transformer les déchets alimentaires, mais aussi les déchets issus du jardinage, en un compost très prisé. In the guts of each earthworm, there are billions of beneficial microbes. They help us with things like pest and disease control. Earthworm compost also protects plants from fungal attack, fungi and bacteria that attack the roots of plants. Ici, rien ne se perd, tout se transforme donc. Et en produisant le lombricompost, les vers extraient un liquide très précieux pour Roger Jack. This is more still fresh earthworm liquid coming from the earthworms, but it is filled with all of the nutrients and it's filled with the beneficial bacteria that the earthworms are producing. Ce liquide sera donc reversé sur un compost de moins bonne qualité pour l'enrichir, mais aussi sur les cultures produites sur le site. Voilà, vous avez ici un plant de basilic qui pousse grâce à l'engrais qui a été produit à quelques mètres. Récapitulons. Les déchets organiques collectés dans la ville ont permis la production d'un engrais de haute qualité. Cet engrais est ensuite vendu à des pépinières, des fabricants de terreaux ou à des agriculteurs de la région, pour produire des fruits et légumes. Et l'objectif, c'est que dans quelques mois s'ouvre derrière moi dans ce hangar un grand marché qui recevra les agriculteurs de la région pour vendre leurs fruits et légumes qui seront, si possible, cultivés avec l'engrais produit sur ce site. Le déchet alimentaire au service d'une économie circulaire. Le potentiel est grand et pourtant l'activité est encore peu organisée. Une ONG a estimé la valeur marchande de la production de compost à partir de ces déchets. Ce serait entre 76 et 315 millions de randes, soit 4 et 18 millions d'euros. Un cycle vertueux que la ville devrait encourager, selon Roger Jack. One of the problems with waste is that to collect just organic waste, to separate and collect organic waste, has quite a large cost to it. And when it's compared to the cost of disposal, that's a very high cost, and it's very difficult then for the waste producers to pay that as things work, and especially if they don't have to. En 2022, 50% des déchets organiques du Cap devront être détournés des décharges, c'est-à-dire recyclés ou incinérés. Une contrainte imposée par le gouvernement provincial qui pourrait permettre de faire fructifier cette manne financière endormie. Alors dans ce reportage, on voit justement que le traitement des déchets, ce n'est pas si facile, ça peut être cher. Si on n'a pas d'obligation, pourquoi finalement le mettre en place? C'est frustrant, non? Absolument. Comment faire alors? Je crois que c'est une question d'opportunité, mais aussi de responsabilité. Quand on sait que ces déchets peuvent provoquer des maladies, contribuer à salir l'environnement et donc provoquer des maladies qui sont plus difficiles à soigner, je crois qu'il faut pouvoir faire le choix qui financièrement est coûteux, mais qui a des bénéfices à long terme sur la santé des populations. C'est une question éthique. L'économie circulaire, on le voit dans ce reportage, quelque chose d'assez global. C'est-à-dire qu'on agit sur un secteur, là le recyclage des déchets, mais comme on vient de le dire, ça peut avoir des répercussions sur le domaine de la santé, ça peut permettre d'améliorer l'agriculture. C'est ça l'économie circulaire, c'est global? Oui, l'économie circulaire, en fait, c'est un système qui touche à presque tous les secteurs, que ce soit le secteur de la construction, de l'agriculture, du textile, le secteur de l'eau, le secteur de la gestion des déchets, le secteur des transports. C'est un système économique qui est transversal. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on opère, on trouve toujours un moyen d'intégrer l'économie circulaire. Et si on revenait, par exemple, sur ce reportage, on voit que les difficultés auxquelles ce monsieur fait face sont les mêmes difficultés sur le continent, partout ailleurs dans d'autres pays. On était dernièrement en discussion avec Mouna, qui est une jeune Marocaine qui fait également dans le compost. Mais pour elle, déjà, elle disait sa première difficulté, c'était l'approvisionnement en matières premières. Parce que déjà, dans certains pays, il y a l'exclusivité de la gestion des déchets. Par exemple, comme au Cameroun,
il y a une entreprise qui a l'exclusivité de la gestion des déchets et alors ne peut pas admettre des personnes, par exemple, sur la décharge pour prendre des déchets parce qu'ils sont payés à la tonne, par exemple, par la ville ou la municipalité dans laquelle ils opèrent. C'est dans les entrepreneurs individuels qui se lancent dans le compostage ont déjà ces difficultés-là. Quand on sait qu'en Afrique, 70 à 80% des déchets sont des déchets organiques qui seraient très, très bénéfiques pour cela. Donc, ça rend déjà le coût d'acquisition de la matière première très élevé et à un niveau, la production du compost devient très chère et n'est pas compétitif par rapport à l'utilisation des engrais chimiques. Or, parce que déjà, les engrais chimiques, en majorité, sont subventionnés par l'État pendant que le compost ne l'est pas. Ce qui fait que l'entrepreneur qui est dans le compostage, il s'en sort très difficilement. Maintenant, il va jouer sur l'éthique, les gens qui veulent faire l'agriculture biologique. Il faut être très impliqué, quoi, voilà. À la base, ouais. Donc, ça rend la tâche vraiment difficile, d'où il faut vraiment que tous les acteurs puissent s'impliquer et mettre sur pied un environnement qui favorise les initiatives à économie circulaire. Justement, c'est très bonne transition pour vous annoncer cette nouvelle pastille et ce nouveau témoignage d'un entrepreneur, puisqu'on peut le voir, l'économie circulaire, elle a son propre fonctionnement, elle s'organise, mais elle peut aussi se baser sur ce qui existe déjà, sur des comportements déjà existants. Et donc, l'entrepreneur qui va s'adresser à nous s'appelle Geoffrey Provençal. Il est responsable du développement commercial d'une entreprise qui s'appelle Repattern au Ghana. Et c'est une société de recyclage des déchets qui s'appuie sur les secteurs informels qui existe déjà et qui tente de le structurer. On le regarde. We choose to work with the informal sector because they're the best at what they do, plain and simple. They rely on it to earn their daily bread, so it's a completely different incentive as an employee might have. One way that we're working towards improving their situation is through making their work visible, their economic activity visible. So we work with a tool called BankQ, in which we see which individual deals what amounts, what quantities, for what monetary value to a supplier. And because there is now a record of that transaction, which is logged on the blockchain, we can leverage those records to get things like insurance, access to pension schemes, and so forth. So we're working towards formalizing those informal structures. We don't have all of our people on BankQ yet. We have 149 aggregators, what we call them. So those are the middlemen or middle women. And each of those aggregators have between 30 and 50 people that they work with. We hope that we can increase that number somewhere in the area of 10,000 individual collectors over the next 6 to 12 months. Alors, on voit par ce reportage que l'économie circulaire peut améliorer aussi la vie des populations, pas juste parce qu'on va gagner un salaire, mais là aussi parce que quelque chose se met en place, on va avoir un accompagnement aussi des salariés, ça se structure. Les gouvernements sont-ils conscients aujourd'hui, en 2021, de l'intérêt de cette économie circulaire ? En Afrique, les gouvernements sont conscients, mais c'est juste qu'on a d'autres priorités. En fait, les priorités sont ailleurs. Et puis, on se dit que c'est difficile, c'est pas pour nous, nous n'en sommes pas encore là, on peut y aller tout doucement, alors que ça devrait être au centre même de la planification, du développement, de l'aménagement du territoire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on sait que, oui, l'économie circulaire, elle est là, mais on la voit toujours comme un concept externe. En bonus, en option. Voilà, comme une option, comme un bonus, comme quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Or, c'est un concept qui devrait être au centre de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire. Édouard Yao, comment motiver les gouvernements ? Demain, vous avez un chef d'État devant vous. Comment vous le motivez ? Comment le convaincre ? Quels sont vos arguments ? Il y a beaucoup d'arguments. Vous voyez, lorsqu'on procède par l'économie circulaire, je prends le cas des déchets, le coût revient beaucoup moins cher à l'État. Pourquoi ? Parce que l'État paye beaucoup cher pour collecter et aller décharger. Et d'autres personnes, d'autres individus qui sont des entrepreneurs du secteur
vont justement utiliser ces mêmes ressources et s'enrichir. Alors que si l'État commence tôt, on aurait fait le tri à la base et tous les utilisateurs de ces ressources pourraient les collecter à ce niveau. Ce qui éviterait à l'État d'avoir à payer des grosses entreprises qui vont encore collecter et aller jeter. On fait des efforts. Donc, maintenant, il faut pouvoir pour démontrer... être un peu plus feignant après. Exact. Mais il faut surtout démontrer à l'État qu'en fait, il gagne de ressources. Il paye moins cher, gagne de l'argent et peut investir ces ressources-là dans d'autres secteurs prioritaires plutôt que de les mettre dans des déchets qu'on va jeter définitivement. Donc, il faut pouvoir faire des études comparatives pour démontrer à la puissance publique qu'en fait, ce qu'elle néglige constitue en fait des sources de gains, des sources de santé, des sources d'argent et des sources de création d'emplois. Il faut suffisamment d'arguments forts soutenus par des études basées sur les évidences pour pouvoir convaincre. On peut chiffrer aujourd'hui ce que rapporterait l'économie circulaire, ou en tout cas ce que rapporte aujourd'hui l'économie circulaire, et ce qu'elle pourrait rapporter ensuite si tout se mettait en œuvre. On a une idée de ça? Oui, la Fondation Hélène Macature a fait des projections à ce propos. Et aujourd'hui, on voit que de manière globale, les bénéfices de l'économie circulaire se situeraient à plusieurs trillions de dollars. Maintenant, je rebondis sur ce que Edouard Yao disait. Par exemple, dans la ville de Yaoundé, d'où je viens, il y a une seule société qui est accréditée par la ville, par exemple, pour gérer les déchets. Et cette société-là, la ville paye environ, je pense, 19 000 francs pour une tonne de déchets enlevés. Et quand vous voyez ce que la tonne de déchets enlevés représente, les déchets qui sont abandonnés dans les bacs à ordures, il pleut dessus, ça veut dire que ça pèse énormément. Une tonne de déchets ne représente pas grand-chose. Dernièrement, à cause peut-être des factures impayées, je pense qu'on parlait d'un montant peut-être de 50 milliards en jeu, des factures impayées. Les éboueurs aussi, ces factures impayées se sont répercutées à leur niveau. Ils avaient des arriérés de salaire et ils ont fait une grève. Et il fallait voir... Il y avait des tas de déchets partout dans la ville et il était même impossible de circuler sur certaines voies parce que les déchets avaient carrément envahi la voie. Donc, ça coûte vraiment très cher aux villes, ça coûte vraiment très cher au gouvernement, cette méthode qu'on utilise aujourd'hui pour enlever. Et quand vous voyez comment ces déchets-là sont gérés, ils sont juste enfouis sans traitement préalable. Quel est l'impact sur la nappe phréatique? Voilà. Donc, il y a on ne profite pas de leur valeur, en fait. À quoi ils pourraient servir? Exactement. On ne fait pas d'extraction d'énergie, par exemple. Les déchets sont tout simplement enfouis, qui vont polluer la nappe phréatique, qui vont émettre des gaz à effet de serre, le CO2, qui vont émettre le méthane, qui est même encore plus dangereux que le CO2. Et non seulement avec la pression foncière urbaine qu'on connaît, ces déchets occupent de l'espace qui pouvait être valorisé pour autre chose. Donc, on voit que l'État a tout à perdre quand on ne veut pas mettre sur pied ces principes d'économie circulaire qui non seulement contribueraient à assainir l'environnement, mais aussi feraient gagner de l'argent à l'État, créerait aussi des emplois pour des entrepreneurs locaux et aussi pour la jeunesse, quand nous savons que 50% de la population en Afrique a moins de 25 ans et à la recherche du travail. Tout le monde y gagne, finalement. Voilà. Juste pour terminer peut-être cette émission, un exemple en quelques mots, chacun d'une ville ou d'une initiative qui vous a marqué en termes d'économie circulaire et qui, selon vous, sera un modèle. On peut voir... ce que la ville d'Abidjan est en train de faire actuellement. C'est vrai que c'est encore embryonnaire, mais déjà, c'est une des rares villes en Afrique qui a mis sur pied un institut de l'économie circulaire. Déjà, on la reconnaît, voilà. Cette économie. C'est déjà une reconnaissance de l'importance, n'est-ce pas, de l'économie circulaire. Et deuxièmement, il y a une action en cours actuellement qui consiste à créer un groupe qu'ils ont appelé Association ivoirienne pour la valorisation des déchets. C'est vrai que ça se limite spécifiquement aux déchets plastiques. Mais l'objectif ici, c'est vraiment de rassembler tous les acteurs de tous les maillons de la chaîne de valeur des déchets, de sorte à ce que depuis les fabricants jusqu'à la transformation, il y ait une traçabilité et qu'on puisse
aboutir à la transformation véritable sans qu'il y ait des déchets qui traînent. C'est une initiative intéressante dans la mesure où, au bout, il y a un projet, une usine de transformation qui va permettre de générer soit de l'électricité ou du pétrole pour la ville d'Abidjan. Donc, c'est une initiative intéressante qui est une reconnaissance de l'importance de l'économie circulaire. Nous allons l'accompagner et d'ici quelques années, on aura des résultats concrets qu'on pourra partager. Ça, c'est certain. Ce que je retiens un peu de votre propos, c'est qu'on est sur du collectif, du durable, du global. C'est ça. Un exemple, vous, qui vous marque, ou de ville qui, pour vous, est vraiment moteur en termes d'économie circulaire? Je voudrais parler de la ville de Kigali, qui est en train de mettre sur pied un parc de symbiose industrielle. Déjà, la symbiose industrielle qui permettrait, n'est-ce pas, aux entreprises de communiquer entre elles, de pouvoir s'échanger des ressources, de telle en sorte que les déchets d'une entreprise puissent être servis de matière première pour une autre entreprise, qui est une initiative très importante. Et aussi également qui s'appuie déjà sur la gestion communautaire pour ce qui concerne la propreté dans la ville, qui est un modèle qui peut être répliqué dans le cadre de la gestion des déchets de manière générale. Ça veut dire que la ville de Kigali nous a montré que c'est possible d'intégrer les communautés quand on veut, on peut vraiment. Ça veut dire qu'on peut vraiment travailler avec les communautés et aller beaucoup plus loin que le simple fait de mettre de la propreté dans la ville, mais de mieux gérer ces déchets et d'intégrer le principe d'économie circulaire dans toutes les maisons. Cette émission se termine, mais dans combien de temps on se revoit pour dire que l'économie circulaire est bien en place, a dépassé l'économie linéaire, selon vous? On parle de quoi? De 10 ans, 20 ans, 30 ans, moins? Est-ce que vous êtes plus optimiste? Oui, je suis vraiment beaucoup plus optimiste parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de mettre, beaucoup de pays africains qui pensent à mettre sur pied leur feuille de route. Nous avons travaillé avec le Rwanda qui est en train de mettre sur pied sa feuille de route et qui a des ambitions sur 15 ans. Actuellement, nous travaillons également avec la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a également le Ghana. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'engouement autour de l'économie circulaire en Afrique. Maintenant, il faut se doter des moyens suffisants pour pouvoir le faire. Moi, je dirais 5 ans. Ça me va. Oui, parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais il y a l'Alliance africaine de l'économie circulaire, qui justement intègre le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, l'Afrique du Sud, et récemment, le Bénin et le Ghana y ont adhéré. Et je crois qu'il y a des cadres institutionnels qui sont en train de se mettre en place. Il va falloir des acteurs compétents, des acteurs capables de les animer, d'apporter de l'expertise justement aux décideurs qui ont envie d'avancer, parce que ça aussi, c'est un enjeu important. Les compétences manquent en matière de circularité en Afrique. Et à SEN, c'est un de nos objectifs en tant que réseau africain de l'économie circulaire, c'est de faire en sorte que quand les cadres institutionnels se mettent en place, il y ait les compétences qui accompagnent afin que l'économie circulaire devienne réalité. Et avec cela, je pense que d'ici 5 ans, on aura beaucoup de modèles qui pourront être répliqués et qu'il va falloir diffuser. Alors là, je reste optimiste pour 5 ans. Eh bien, rendez-vous dans 5 ans. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis. J'espère que vous en savez aujourd'hui un petit peu plus sur l'économie circulaire. N'hésitez pas à nous partager vos expériences. Nous viendrons avec plaisir sur le terrain pour les découvrir. Et pour finir, je tenais à remercier les interlocuteurs sur place qui nous ont accueillis et les journalistes du Monde et du Monde Afrique qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment Laetitia Venécoute et Laureline Savoie du Monde Afrique qui a réalisé les reportages. Merci à tous et à très bientôt.